Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Dans la région des Grands Ponts, hier jeudi, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a procédé au lancement des travaux de construction de l'ouvrage de stabilisation du cordon sable de Grand Laou. Ce projet d'un coût de plus de 30 milliards de francs CFA financé par la Banque mondiale et le Royaume d'Espagne dans le cadre du programme WACA. On en parle en début de journal. Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments a célébré ce 7 juin 2024 autour du thème suivant, sécurité sanitaire des aliments, préparons-nous à l'imprévu. Le gouvernement appelle au respect des règles en matière de sécurité alimentaire dans une déclaration lue par le ministre Assidi Tiemboko Touré, ministre des Ressources animales et halieutiques. Déclaration à suivre dans cette édition. Sport football éliminatoire comptant pour la Coupe du Monde 2026. La Côte d'Ivoire affronte le Gabon ce 7 juin 2024 au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Éléphants de Côte d'Ivoire contre Panthères du Gabon. Les éléphants sont à Korogo. Le débrief de la conférence de presse avant match dans ce 13 h. Voilà pour l'essentiel. Madame, monsieur, bonjour. Fanfare, chants et danses, du terroir, femmes, jeunes et personnes âgées mobilisées pour réserver un accueil chaleureux au Premier ministre Robert Begré-Mambé. C'était hier jeudi dans la région des Grands Ponts. Les populations de la localité de Grand Laou et environ qui vivaient dans la crainte de voir leurs terres disparaître du fait de l'érosion côtière sont à présent rassurées. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a procédé au lancement des travaux de construction de l'ouvrage de stabilisation du cordon sable de Grand Laou. Ce projet d'un coût de plus de 30 milliards de francs CFA financé par la Banque mondiale et le Royaume d'Espagne dans le cadre du programme WACA. Reportage. Robert Begré-Mambé, le chef du gouvernement dans la région des Grands Ponts. Le Premier ministre est venu procéder au lancement des travaux de construction de l'ouvrage de stabilisation du cordon sableux de Grand Laou. Accueil enthousiaste des populations de Grand Laou, de Brafédon et de Laou-Panda au Premier ministre. Depuis la fin des années 70, la ville historique de Grand Laou est menacée de disparition par l'érosion côtière. Ces travaux sont très attendus par les populations. Excellences, Monsieur le Premier ministre, les travaux de stabilisation et de désensablement de l'embouchure auront un impact indéniable sur la vie des populations du littoral et celle de ceux qui vivent dans la commune et au-delà. Ce sont plus de 20 000 personnes qui verront leur habitat préservé. Je parle de Laou-Panda. Ce sont également les conditions de vie des acteurs du secteur de la pêche, principale activité économique de nos parents du littoral, qui se trouveront améliorés avec un accès plus facile à la mer et l'augmentation des flux migratoires des espèces halieutiques entre l'océan Atlantique et la lagune d'un côté et le Bandama. Partenaire financier du projet, la Banque mondiale. Chers parents de Grand Laou, je peux vous dire que la question de l'érosion côtière est un des éléments de priorité que le gouvernement a adapté et que nous, ses partenaires, on est déterminés à vous appuyer. Je vous promets qu'on viendra ici très souvent pour s'assurer que la société de Belgique puisse livrer les travaux à temps et qu'on puisse au moins passer à l'étape suivante où nous pouvons aller pêcher avec vous. Ces travaux seront réalisés sur une période de 11 mois par une entreprise belge choisie après une sélection rigoureuse des travaux de grande envergure. Les travaux de stabilisation du cordon sableux, qui consisteront en la fermeture de l'embouchure actuelle et en la réouverture d'une embouchure nouvelle, donneront un nouveau souffle à Grand Laou et sa région et constituera un vaste champ d'opportunités pour le développement d'activités économiques, halieutiques et touristiques. De plus, ces travaux permettront de reconstituer la biodiversité, de réhabiliter des mangroves, mais aussi d'améliorer l'environnement, contribuant ainsi au développement durable auquel, Monsieur le Premier ministre, vous êtes si attaché. C'est donc une réalisation à fort potentiel, à la fois humanitaire et social, mais aussi écologique, qu'il vous est donné de lancer. Monsieur le Premier ministre, votre présence à nos côtés à quelques jours
de la célébration de la Journée mondiale des océans marque aussi la volonté du gouvernement de mettre en œuvre des actions vigoureuses en matière de protection des océans et des populations riveraines. L'Espagne et la Belgique, pays amis et frères de la Côte d'Ivoire, accompagnent le projet. Le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé, ne manque pas de leur rendre hommage avant de délivrer aux populations de Grand Laou, Brafedon et Laou Panda le message du chef de l'État, Alassane Ouattara. Le président Alassane m'a chargé de venir vous rassurer. Cette lagune que vous avez, c'est un trésor que Dieu vous a donné. À travers ce projet, l'ouvrage que le président Alassane va réaliser, Laou Panda sera sauvé. Nous allons préserver la terre de Laou Panda. C'est bon ou c'est pas bon? Si le président Alassane n'intervenait pas, Laou Panda allait disparaître. Les berges lagunaires allaient disparaître. C'est pourquoi il m'a demandé de venir vous rassurer. Non seulement on va faire la première phase du projet, mais il y aura aussi la deuxième phase du projet, de sorte à ce que votre région devienne une grande richesse et une fierté pour la Côte d'Ivoire. C'est bon ou c'est pas bon? Après avoir reçu les explications relatives à la conduite de ces travaux s'inscrivant dans le cadre du projet Ouaka, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a procédé au premier coup de pelle marquant le démarrage des travaux de grosses œuvres de l'embouchure de Laou Panda. Et c'est dans le village de Brafedon que s'est tenue cette cérémonie. Je vous invite à présent à suivre les réactions des chefs coutumiers de Brafedon et Laou Panda. Ils remercient le chef de l'État, Alassane Ouattara, pour cet ouvrage qui vient leur redonner espoir, leur village étant exposé à l'érosion côtière. C'est depuis 2014 par là que l'embouchure a commencé à se déplacer. Et là, ça a grignoté le littoral, c'est-à-dire le cordon littoral, ça a même pris des maisons. Et tout cela nous a mis dans le désarroi. Et aujourd'hui, le Premier ministre est venu poser la première pierre. Ces travaux représentent un grand soulagement pour moi et ma population. Il n'y a pas de mots pour pouvoir remercier le président de la République. En tout cas, je sais qu'il va nous suivre pour que ces travaux puissent se réaliser et que ce soit le grand bonheur de la population de Brafedon et de toute la région. Nous prenons le nom du Seigneur pour remercier le chef de l'État. C'est un grand merci pour lui. Merci beaucoup pour ce qu'il nous offre. Que nos dieux qui sont toujours avec nous lui fassent beaucoup de bénédictions. Que le Seigneur le bénisse. Le gouvernement qui marque ainsi son engagement à veiller à la protection du littoral ivoirien, mieux à la protection de ses populations. Et parlons justement de protection des populations. Nous sommes aujourd'hui le 7 juin, la journée internationale de la sécurité alimentaire des aliments. À la faveur de cette journée, le gouvernement appelle les populations à respecter la réglementation en matière de sécurité alimentaire dans cette déclaration lue par le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Thiemoko Touré. Les détails avec Dangui Dangui. La mort peut parfois se trouver au fond de notre assiette. L'OMS, Organisation mondiale de la santé, enregistre 600 millions de cas de maladies d'origine alimentaire par an dans le monde. Plus de 400 000 décès à cause de la consommation d'aliments contaminés. Des chiffres que la déclaration du gouvernement relative à la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments prend à son compte, avant de lever un coin du voile sur la campagne du gouvernement contre ce phénomène. Le gouvernement a initié un projet pour l'appui à la sécurité sanitaire des aliments, évalué à environ 1 milliard de francs CFA. Ce projet vise à contribuer à la protection de la santé du consommateur à travers l'amélioration durable de la qualité des denrées animales et d'origine animale sur les 2 prochaines années. La sécurité alimentaire est une affaire de tous, selon le ministre des Ressources animales et halieutiques. Sidi Thiemoko Touré de saisir l'occasion de cette journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments pour lancer cet appel. J'exhorte les responsables des établissements manipulant les denrées animales et d'origine animale au respect des réglementations en matière de sécurité sanitaire des aliments. J'encourage les responsables des universités, des écoles
et des lieux de travail à veiller au respect des normes alimentaires afin que ces aliments consommés au sein de leur cantine et espaces de restauration respectent la législation en vigueur. Chers consommateurs, je vous appelle à être prudents lors de vos achats, à dénoncer les pratiques frauduleuses que vous constaterez auprès des services vétérinaires et à signaler les cas d'intoxication alimentaire. La journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments est célébrée chaque 7 juin. L'édition 2024 a pour thème « Sécurité sanitaire des aliments, préparons-nous à l'imprévu ». Du côté de la commune d'Abobo, les mois de mars et de mai 2024 resteront assurément gravés dans les mémoires de plusieurs familles, et cela de la manière la plus triste qui soit. Au cours de ces différentes périodes de l'année, des incendies ont visité ces familles qui ont vu leurs biens partir en fumée. Et ces familles sinistrées, 196 recensées au total, ont reçu la compassion du gouvernement. La ministre de la Cohésion, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté leur a fait don de vivres, de non-vivres, de numéraires d'une valeur de 10 millions de francs CFA. C'était en présence de Madame le maire de la commune d'Abobo, Candia Camara. Reportage. Belmont Dogo, la ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, aux côtés des 196 familles victimes d'incendie de la commune d'Abobo. Au quartier Clocha, 12 familles sinistrées reçoivent en nature composé de sacs de riz, de cartons de tomates concentrés et d'huile. C'est en compagnie de la maire Candia Camara que la ministre exprime la compassion du gouvernement après les incendies meurtriers survenus en mai et en mars 2024 dans ce quartier et à Belleville, sous-quartier Brésil. Nous sommes là au nom du président de la République pour vous dire Yako. En plus de ce que mon aîné, Madame le maire, a fait à vos côtés, le président nous a chargé de venir vous dire Yako avec des vivres, des non-vivres et du numéraire. À la mairie d'Abobo, les 184 familles victimes de Belleville sont reçues et reçoivent le soutien de la ministre Belmont Dogo et de la municipalité. À l'issue de la rencontre, des dons numéraires d'une valeur de plus de 10 millions de francs CFA sont remis à tous les 196 familles victimes de ces incendies. Merci. Merci à vous, Maman Solidarité. Merci à votre mandat, Monsieur le Premier ministre, parce que c'est lui qui vous met en mission ici. Mais surtout, merci au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Abobo doit recevoir une campagne de sensibilisation. En plus de la campagne de sensibilisation, je pense qu'un travail aussi doit être fait. Comme ceux qui remplissent les bouteilles de gaz de manière inappropriée, cher aîné, je tenais une fois de plus à te dire merci. Cette action de solidarité de l'État de Côte d'Ivoire intervient après une remise de dons à 53 familles victimes d'incendie le 19 février 2024. Un commentaire de Jean-Marc Djadji. Pendant 4 jours, l'état des lieux portant sur les violences basées sur le genre figurait au cœur d'un atelier initié par l'Alliance Droit et Santé. Au centre des débats, le développement de stratégies pour un meilleur ancrage institutionnel du réseau. Des propositions concrètes en rapport avec le sujet ont été formulées par les participants. Plus d'une 50aine de participants issus de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, membres du réseau, ont pris part à cet atelier. Malika Koulibaly. Développer les stratégies pour un meilleur ancrage institutionnel du réseau et assurer la redevabilité sur le projet Alliance transformative avec l'ensemble des parties prenantes. Tel est l'objectif visé par le réseau Alliance Droit et Santé. Cet atelier régional annuel va consolider les bases de réflexion pour l'élaboration des documents d'orientation stratégique du réseau. Nous avons remarqué que les violences basées sur le genre, c'est un phénomène qui existe, mais qui est dans la plupart du temps tue à cause des conséquences liées aux liens familiaux et aux liens socioculturels. Et nous voulons travailler à faire délier les langues afin que réparation puisse être souvent faite au profit des victimes. Le représentant pays de l'Alliance Droit et Santé salue les efforts consentis par les autorités ivoiriennes dans la lutte contre les violences basées sur le genre. La Côte d'Ivoire est vraiment bien lotie. À la primature, récemment, en 2019, le code pénal et le code de procédure pénale ont été vraiment renforcés, modernisés, et on y a inclus toutes les lois qui permettent de sanctionner les violences basées sur le genre.
il y a les organisations de la société civile qui battent le pavé pour aller vers les populations au niveau proximité pour porter l'information, pour qu'il y ait une transformation, un changement de comportement, un changement social. Le réseau Alliance Droit et Santé existe depuis 2013. Il regroupe à ce jour 22 organisations issues de 6 pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger et le Sénégal. Et on change cette fois de sujet pour parler de formation professionnelle au Centre ivoirien du développement de la formation professionnelle à Cocody. Le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, à travers la coordination chargée de la pédagogie du développement des programmes, a lancé la rénovation de 10 programmes d'études dans le secteur. Cette étape institutionnelle s'inscrit durablement dans une dynamique d'améliorer les compétences des étudiants d'une part et la compétitivité des entreprises en Côte d'Ivoire. Jean-Marc Djadji. L'amélioration du dispositif de la formation technique et professionnelle est en cours. La rénovation de 10 filières selon le format de l'approche par compétences APC est également lancée. L'inspection générale de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage et les représentants des branches professionnelles sont donc à l'œuvre pour l'atteinte des objectifs. L'enjeu est de taille. Un emploi, il n'est pas statique. L'emploi évolue au gré de la technologie. Si vous remarquez, hier on employait des dactylographes, aujourd'hui vous n'en avez plus besoin. Aujourd'hui vous avez un comptable tout simple, s'il ne domine pas les autres facteurs qui sont l'informatique, tout ce que vous voyez qui l'entoure, son métier ne vaudra plus la peine. Les ateliers de l'analyse des situations de travail qui nous réunissent ce jour visent donc à collecter des informations sur le métier visé, en vue de tracer le portrait le plus près possible de sa pratique actuelle et future, de déterminer les tâches, les opérations et les sous-opérations qui caractérisent le métier. La rénovation des 10 programmes de l'enseignement technique est une initiative de la tutelle qui concourt à offrir aux différentes cibles des formations de qualité qui s'inscrivent dans le programme de l'Académie des talents. À présent, Madame, Monsieur, ce constat accompagné de quêtes de solutions dans votre journal, dans la région de l'Anawa, la grande majorité des naissances ne sont pas déclarées à l'état civil. Qu'est-ce qui explique ce fait? Comment inverser la tendance? Mieux, quelle solution pour régler le problème? Autant de questions qui préoccupent le préfet de région, préfet du département de Sobré, Clément Kwame Bikalou. Il a initié les états généraux de l'état civil de la région de l'Anawa. L'objectif est de contribuer à l'amélioration de la gestion de l'état civil dans cette région. C'est Forazegui. À Sobré, l'heure est à l'organisation des états généraux de l'état civil. La région de l'Anawa enregistre l'un des plus faibles taux de déclaration de naissance du pays. Il faut donc agir. Nous pourrons proposer au niveau de la région des solutions précises à l'effet donc d'inciter, d'inviter les populations à fréquenter les centres d'état civil. Ce sera l'occasion pour nous de définir véritablement les différents mécanismes ou stratégies de communication à leur attention. 32%, c'est le taux de déclaration de naissance dans l'Anawa, un taux que les autorités préfectorales veulent améliorer pour une meilleure prise en compte des besoins des populations. Parmi les problèmes qui m'ont été exposés, figurait en bonne place celui de l'état civil. Et on a estimé que ce n'était pas normal qu'une zone de forte densité comme l'Anawa ne satisfasse aux exigences de l'état civil qu'à proportion de 32%. Donc il fallait poser d'abord le problème sur la table et essayer de mener la réflexion pour trouver des solutions. Donc l'idée de ce séminaire nous est apparue dans toute son évidence. Heureusement qu'on a trouvé des oreilles attentives comme la DGAT, monsieur l'UNICEF, qui a accepté de nous accompagner. Pendant 2 jours, les acteurs vont plancher sur les causes du faible taux d'enregistrement des naissances, proposer des solutions aux difficultés rencontrées sur le terrain et planifier un calendrier de sensibilisation des communautés, entre autres. Et on continue de parler de développement et une autre question est abordée. Comment fédérer les forces pour le développement de la sous-préfecture de Sassandra? La mise en place d'un conseil de sous-préfecture vient certainement pour répondre à cette préoccupation. Le conseil de sous-préfecture, une initiative du sous-préfet de Sassandra, Kwame Orega Abraham. Le reportage est signé Sam Collin.
Développement de la ville de Sassandra. Un conseil de sous-préfecture vient de voir le jour. C'est une opportunité qui est ainsi donnée à l'autorité administrative de faire non seulement preuve d'imagination créatrice, mais en même temps d'être dans sa mission de vrai prolongement du pouvoir central. Qu'est-ce à dire? Faire ressentir la croissance, impulsée depuis le sommet de l'État par son excellence le président de la République, Alassane Ouattara, sur chaque citoyen ivoirien. Le conseil de sous-préfecture chargé d'impulser un développement participatif est composé des fils et des filles de Sassandra prêts à jouer leur partition. Quand on voit le gâchis qu'il y a à Sassandra, qui peut être comme Nice, comme Monaco en France, je pense qu'il y a, oui, il y a une volonté politique, il y a une volonté du gouvernement, mais il y a une volonté aussi de nous qui sommes engagés. Une initiative soutenue par le conseil régional du Boclé et la mairie de Sassandra. La mairie de Sassandra et le maire Kaboubia avec son équipe sont entièrement à la disposition de tous ceux qui veulent participer au développement de Sassandra. En vue de permettre aux femmes de contribuer au développement de Sassandra, elles ont reçu séance tenante plusieurs dons, composés de tricycles et de matériel pour le fumage de poissons et la commercialisation du vivrier. Les chefs traditionnels appelés à prodiguer des conseils et à contribuer à l'acquisition du terrain ont été également honorés à travers la remise de présents. Voilà, Sassandra appelle de tous ses voeux le développement par la présence de la journée de l'hôtellerie, une activité qui se déroule en ateliers pratiques dans différents secteurs de métiers, du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Elle vise à accentuer la formation des étudiants et des amateurs afin de favoriser leur insertion professionnelle. Des conférences sur des thèmes clés, un panel ont permis aux apprenants d'être outillés. C'est ce que nous dit Jean-Yves Zadi, Soro Corona. Ateliers de formation dans les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie à l'endroit des étudiants et amateurs de la filière pour faciliter leur insertion professionnelle. Cette activité est une initiative d'un cabinet conseil basé à Abidjan qui œuvre à la réduction du taux de chômage des étudiants en BTS ou en formation qualifiante dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Quand on parle de BTS en tourisme hôtellerie, on ne sait pas qu'il y a des serveurs, il y a des sommeliers, il y a des barman, il y a des valets de chambre, il y a des réceptionnistes. Donc à travers ce programme de formation, c'était de faire découvrir ces différents métiers et de les emmener déjà à pratiquer ces différents métiers-là. Les participants à cette formation ont eu droit à un panel autour du thème « La question de l'employabilité dans le secteur ». Raisons et solutions. Aujourd'hui, on assiste à quelque chose qu'on appelle le tourisme intérieur. Abidjan est saturé, les gens sortent de plus en plus. Donc, comme je vous ai dit, le tourisme a des beaux jours. Ça veut dire qu'ils ont la chance d'être recrutés. Mais qui on recrute? C'est les personnes qualifiées, des personnes compétentes. Sinon, nous, les hôteliers, on est transformés en formateurs. Et quand on recrute, c'est parce qu'il y a un besoin qui est là. Ce n'est pas pour venir former ceux qui arrivent. Cette activité a connu l'adhésion du ministère du Tourisme et des Loisirs, représenté par son directeur de la coopération et de la professionnalisation. Pour qu'un métier soit bien pris au sérieux, il faut commencer d'abord par se former. C'est une bonne initiative, encouragement du ministre et de tout le système. La 3e édition de la journée de l'hôtellerie se tiendra dans la ville balnéaire de San Pedro. Reportage Jean-Yves Zadi, commenté par Soro Corona. Madame, Monsieur, un brin de culture dans ce journal. Félix Houphouët-Boigny, raconté et redécouvert dans sa vie à travers ses hauts faits dans une comédie musicale. Eh bien, c'est le défi qu'a relevé Serge Billet, l'auteur de l'œuvre qui justement sera proposée aux Ivoiriens dans moins de 72 heures. Avant cet événement, les comédiens sont allés rencontrer le ministre-gouverneur Augustin Thiam, petit-fils d'Houphouët-Boigny, avec qui ils ont échangé sur l'histoire de ce projet. Eugène Atoubé. C'est avec une fierté à peine dissimulée que le ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro reçoit les acteurs de la comédie musicale nommée Houphouët-Boigny. Son auteur, Serge Billet, absent, c'est sa collaboratrice qui conduit la délégation dont les membres sont présentés à Augustin Thiam, petit-fils d'Houphouët-Boigny et chef de la tribu Akoué dont est issu le président fondateur de la nation ivoirienne. Cette rencontre symbolique à plusieurs égards sonne comme un engagement des acteurs à produire un spectacle à la dimension de l'homme qu'ils racontent avec espoir que les Ivoiriens viennent nombreux le voir. On est venu demander la bénédiction au ministre-gouverneur pour ce grand projet de tout le pays. Il faut venir découvrir, même si on ne sait pas ce que c'est, il faut venir découvrir, c'est un appel de toute la nation pour quelque chose qui arrivera peut-être une seule fois. Et donc c'est un moment à vivre. Je remercie l'initiateur de cette entreprise. Je félicite tous les jeunes
qui concourt à la réalisation de cette comédie musicale. C'est une entreprise qui vise à vulgariser, promouvoir Félix Houphouët-Boigny. Et j'encourage les jeunes Ivoiriens à venir nombreux assister à cette comédie musicale. Le plus grand nombre des jeunes Ivoiriens aujourd'hui ne savent pas qui est Houphouët-Boigny. Et par cette œuvre, ça leur permettra de découvrir la richesse du personnage dans toute sa complexité. Houphouët, une comédie musicale, est la vie de Félix Houphouët-Boigny, son quotidien, ses relations familiales, son combat politique, son rapport à l'histoire, le tout transposé sur scène, où se mêlent mélodie, chansons, dialogue et danse, admirablement orchestrés. Une fabuleuse histoire selon son auteur, dont la grande première est prévue les 7 et 8 juin prochains. Reportage de Jeanne Atoubet, Félix Houphouët-Boigny célébré. Vive la mémoire du père de la nation. Madame, monsieur, nous sommes vendredi et comme tous les vendredis, dans ce journal, eh bien, le sport prend toute sa place. Et c'est maintenant. Et à l'affiche, ce 13h, on parle bien sûr de sport, vous l'avez compris par ce générique, on parle surtout de football. Nous recevons Samuel Metsch. Samuel Metsch, bonjour et merci de nous rejoindre sur ce plateau. Avec vous, on parle tout de suite de football, d'éliminatoires comptant pour bien la Coupe du Monde 2026. Les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent bien les panthères du Gabon. Et c'est aujourd'hui, c'est à Korogo. C'est à Korogo et ce sera la première fois que les éléphants évoluent donc sur ce terrain et principalement au niveau de la capitale donc du Poro. Herman Guivet, c'est une affiche qui fera date donc dans l'histoire du football ivoirien et RTI Sport est présente à Korogo donc à travers une petite équipe qui ne veut rien rater de ce rendez-vous historique. D'ailleurs, si vous le voulez, nous allons retrouver Moyabi Diabaté donc qui est à Korogo pour nous. Bonjour Moyabi. Alors, décrivez-nous concrètement donc l'ambiance à Korogo, Moyabi Diabaté. Bonjour Samuel Metsch. Effectivement, nous sommes à Korogo. Je peux vous rassurer, depuis hier, l'adrénaline a commencé à monter ici à Korogo. Les supporters des éléphants, ceux qui sont basés dans le Grand Nord, ceux de Bundiali, de Feke, de Wangolodougou, d'Odiene et même de Boaké, commencent à affluer. Dans leur esprit, pas de place pour le doute. C'est la victoire assurée des éléphants au bout des 90 minutes de jeu. Est-ce que vous êtes confiant pour ce match? Très très confiant, monsieur. Bonjour d'abord. Nous sommes confiants pour le match. Encore, nous sommes venus pour notre frère Dumandé Baba, pour la première fois en sélection. Nous avons confiance en lui. Nous demandons simplement à notre coach Faye Ernest de lui donner simplement 30 minutes. 30 minutes. Moi, j'ai confiance en lui. Je vous jure, 30 minutes. Alors, Moyabi Diabaté, vous avez assisté justement aux entraînements des deux équipes. Un mot sur l'état d'esprit des 22 acteurs, Moyabi? Et effectivement, on a pu assister aux entraînements des deux équipes. Ce sont les éléphants qui ont débuté les séances d'entraînement à 18h pile. Et comme c'est la tradition chez les éléphants, on débute toujours par la prière. Par la suite, le préparateur physique Samir Amba a fait une séance de footing avec tous les joueurs. On a vu des éléphants impliqués, appliqués lors des transmissions au cours de cet entraînement-là. Côté gabonais, également, tous les cadres sont là. Pierre-Emerick Aubameyang, Mario Lemina sont bien présents. Le sélectionneur gabonais Thierry Mouyouma a tout son groupe au complet. Tout est carré à son niveau. Pour lui, ces panthères-là vont rendre bien difficile la tâche aux éléphants ce soir au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Alors merci Moyabi pour toutes ces précisions. Samuel Metsch, un match qui promet certainement un match qui promet. D'ailleurs, on voudrait encore une fois remercier Moyabi Diabaté, également Kiniwa Jacob et Patrick Dadier qui sont à Korogo pour le compte de RTI Sport. Un match qui promet d'ailleurs en conférence de presse. Les deux sélectionneurs donc, des deux nations de football se sont prononcés sur l'état d'esprit donc, du groupe en général, l'état de forme également des 22 acteurs, mais surtout ont profité de l'occasion pour se lancer des défis. Patrick Dadier et Moyabi Diabaté, suivant. À quelques heures d'affronter la sélection du Gabon pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, ce vendredi au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo, l'infirmerie est quasiment vide. Une satisfaction pour le sélectionneur ivoirien, Aimé Sefaye. Les joueurs sont motivés et eux aussi avaient hâte de retrouver la compétition au pays. Et le fait de jouer à Korogo,
parce que c'est le seul stade où on n'a pas encore joué. C'est un plaisir pour nous et ce qui a fait que tous les joueurs ont répondu présent. Du haut de leur statut de roi d'Afrique après la 3e étoile, le capitaine Franck Kessié et ses coéquipiers comptent tout donner. On veut être sur une bonne note ici, avoir les 3 points et montrer qu'on est chez nous et aussi faire savoir le titre qu'on a gagné il y a 3 mois. Montrer que nous sommes la première équipe en ce moment africaine. Dans le camp gabonais, la sérénité est de mise. L'objectif ici est de pouvoir gagner à Korogo ou repartir d'ici avec un mauvais résultat qui serait un point. À armes égales, la différence se fera certainement au niveau du mental. Les Panthères du Gabon joueront donc crânement leur chance de qualification dans le groupe F, 6 points, tout comme nos pachydermes au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Samuel Metch, on vient de le voir, les stars ivoiriennes sont là, tout le Gotha est là. Côté gabonais, c'est pareil. Le Gabon d'Aubameyang à prendre très au sérieux, vu que nous sommes ex-aequo, n'est-ce pas? Et ouais, vu que nous sommes ex-aequo, Herman Guivé, c'est une équipe gabonaise à prendre très très au sérieux. Elle a d'ailleurs pour elle le mérite d'avoir battu la Côte d'Ivoire à Bouaké 2-1 dans le cadre donc des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. C'était le 5 septembre 2017. Et justement, donc, c'est une équipe qui a conscience aujourd'hui donc, de sa force collective et qui ambitionne naturellement donc créer quelques problèmes quand même aux éléphants de Côte d'Ivoire. Vous l'avez dit, les stars sont là, le milieu de terrain donc Mario Melina, Denis Bouanga et surtout la grosse star Aubameyang justement pour ce match assez important. Aubameyang d'ailleurs qui est le récent prix Marc-Vivien Foé, le prix du meilleur joueur africain donc dans le championnat européen. Alors depuis 2006, la Côte d'Ivoire et le Gabon se sont croisés 7 fois et il y a eu 4 victoires pour la Côte d'Ivoire, 2 matchs nuls et 1 victoire pour le Gabon. On va croiser les doigts pour que la Côte d'Ivoire puisse emporter ce soir. Hein. Pourquoi pas. Et puis vous êtes dans les couleurs nationales, on va vous imiter dans quelques instants. Et puis à l'affiche également, il y a du football avec ce don de la FIF au guide religieux, Samuel. Oui, avant leur départ donc pour Korogo et suite à leur sacre donc de champion d'Afrique à la Coupe des Nations en 2023, les éléphants ont fait un don d'une valeur de 130 millions au guide religieux. Moyabi Diabaté et Patrick Dadier pour les détails. Une enveloppe de 130 millions de francs CFA dans l'offrande offerte par les éléphants aux différentes communautés catholiques et musulmanes afin de bâtir des édifices religieux. Ce geste que vous venez de poser pour la construction d'une église, le cardinal nous charge de vous dire grandement merci. Le président vient de le dire, ce n'était pas une obligation, mais vous avez éprouvé en vous-même cette nécessité de rendre grâce au Seigneur après tout ce que nous avons ensemble traversé. Nous rendons hommage à nos champions qui ont permis à la Côte d'Ivoire de se hisser sur le toit de l'Afrique. Ce résultat est la conjugaison de plusieurs facteurs dont le plus significatif pour nous les religieux est la foi en Dieu, le Tout-Puissant par essence et par excellence. Cette enveloppe est repartie en deux, soit 65 millions de francs CFA aux catholiques et aux musulmans, et le témoignage des joueurs envers Dieu durant la CAN 2023. Nous souhaitons, si ces édifices sont bâtis, simplement qu'ils servent à tous les Ivoiriens pour leur prière, pour leur recueillement. Pour ce qui est du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, un terrain de 2500 m² a déjà été trouvé à Niama et Bimpe, non loin du stade olympique Alassane Ouattara, pour la construction de la mosquée. À Samuel Metch, des guides religieux qu'il convient d'honorer, ils ont soutenu l'équipe nationale de leur prière. Ouais, ils ont soutenu l'équipe nationale de leur prière et ils continueront de le faire. D'ailleurs, cela permet donc à Franck Kessié et aux autres internationaux ivoiriens d'être plus sereins à Korogo et pourquoi pas remporter ce match face au Gabon. Merci Samuel. À l'affiche également du football et du judo avec les affiches des demi-finales de la Coupe nationale et de l'Open d'Abidjan. Et oui, ce week-end sera également marqué donc par les demi-finales de la Coupe nationale où la SEC d'Abidjan joue gros, surtout une place pour donc une compétition africaine. Donc dimanche 9 juin, nous aurons ASEC face à Ozada Bobo. Ozada Bobo qui s'est qualifié pour la Ligue 1, naturellement. Et puis à 15h30, ce sera cette affiche ASEC Oza qu'on aura l'occasion de voir donc au stade Robert Champrou de Marcory. À 18h, ce sera le match Stade Abidjan AFAD qu'il faudra voir également dans le cadre donc, des demi-finales de la Coupe nationale au stade Robert Champrou. En judo, la Côte d'Ivoire est depuis le 6 juin dernier et ce jusqu'au dimanche 9 juin, la plaque tournante du judo africain et mondial à travers
accueillir la deuxième édition de Abidjan African Open Cup, compétition qualificative pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Nous avons deux axes. D'abord, le premier axe, la Coupe d'Afrique des cadets et juniors, et ensuite l'Open international. On voudrait ici dire félicitations au président de la Fédération ivoirienne de judo, donc M. Daboné Seydou. Alors merci à vous Samuel pour toutes ces précisions concernant l'actualité sportive. Et j'espère que vous aurez votre maillot. Ah oui, le maillot il est déjà là tout à l'heure, juste après le journal on va l'enfiler. Merci madame, monsieur de nous avoir suivis, ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis, bon début d'après-midi et bonne chance à nos éléphants de Côte d'Ivoire.